Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. Là, ça y est, ça commence déjà à s'amuser avec le chat. N'hésitez pas, il est là pour ça. Je laisse encore quelques secondes pour que les derniers spectateurs nous rejoignent avant de démarrer ce nouveau webinaire. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. On va commencer. Donc, l'objet de ce nouveau webinaire, c'est de découvrir ou redécouvrir les nouvelles modalités pour recruter des demandeurs d'emploi. Donc, moi, je suis Héloïse, je suis une des coordinatrices du programme Sève Emploi. Et avant de démarrer officiellement ce webinaire, j'ai des petites précisions sur le déroulé. Donc, c'est un webinaire. Nous n'avons pas la chance de vous voir et de vous entendre. Cependant, on peut quand même communiquer. C'est formidable, la technologie. Donc, il y a le chat que certains ont déjà commencé à utiliser. Donc, n'hésitez pas à réagir dessus. Mais surtout, faites attention, il y a un outil qui s'appelle Q&R. Sans suspense, cela signifie questions et réponses. Ça vous permet de poser une question, mais aussi que celle-ci elle soit vue par les autres participants. Ainsi, vous, participants, vous pouvez voter pour les questions que vous voulez voir remonter en priorité. Vous pouvez également les commenter pour apporter des précisions sur les questions ou voilà, élargir les questions. Aujourd'hui, nous avons Canel, qui est chargé de mission Sève à La Réunion, qui va nous relayer vos questions tout au long de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser. L'idée, c'est vraiment que ce soit interactif et sans filtre. Alors, avant de démarrer, j'aimerais qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Et pour cela, je vous propose de répondre à ce petit sondage qui vient d'apparaître en ligne devant votre écran. Avec pour première question, est-ce que votre SIAE a déjà suivi la formation Sève Emploi? Voilà, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Vraiment, c'est pour faire connaissance. Et puis, la deuxième question qui nous concerne aujourd'hui, c'est est-ce qu'aujourd'hui, rencontrez-vous des difficultés à recruter des personnes qui sont à la recherche d'un emploi? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ce petit sondage. Voilà, on a 47 personnes qui ont déjà répondu. Allez, encore 10 secondes et je mets fin au sondage. Et je vous partage les résultats. Hop. Voilà, donc globalement, on a moitié-moitié concernant les personnes qui ont suivi le programme Sève. Et puis, a priori, vous êtes quand même une majorité à avoir des difficultés de recrutement. Et on a la chance qu'une personne, pour le moment, ne rencontre pas ces difficultés. On ne le souhaite pas, mais en tout cas, c'est très… Voilà, on est preneur aussi de vos retours d'expérience via le chat, si jamais vous avez aussi d'autres propositions pour nous montrer comment vous avez peu de difficultés de recrutement. Alors, un simple rappel donc, pour les 21 personnes qui ne le savent peut-être pas. Le programme Sève, qui est porté par la Fédération des acteurs de la solidarité, propose au SIAE de devenir médiatrice entre les demandeurs d'emploi et les entreprises d'un même territoire. La médiation active, c'est créer un espace de rencontre directe entre les parties pour alléger les préjugés et offrir plus d'opportunités professionnelles. Depuis quelques mois, donc sur le programme Sève, on a formé 320 SIAE. Donc, depuis quelques mois, voire des années pour certains, on constate que les difficultés de recrutement se sont accrues. C'est un sujet qui nous préoccupe indirectement dans Sève, mais qui nous préoccupe quand même, car notre objectif, c'est favoriser le retour à l'emploi et donc les sorties. Mais comme les structures sont confrontées au recrutement qui n'est pas si évident et fluide,
malgré le fait que le processus il est quand même hyper connu et hyper normé depuis des années. Je vous le rappelle, mais tout le monde le connaît, c'est on a les prescripteurs historiques qui envoient vers les SIAE les personnes qui sont en recherche d'emploi avec plus ou moins de facilité. Et en fait, c'est là où on se rend compte que ce sont des relations qui sont interpersonnelles et que le partenariat, ça ne se décrète pas simplement, mais que ça se travaille. Il y a aussi du turnover dans les équipes, il y a des méconnaissances sur le fonctionnement de l'IAE qui peuvent aussi persister. Donc, en fait, tous ces facteurs-là viennent renforcer les difficultés de recrutement des structures, de vos structures. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est des retours d'expérience de SIAE qui ont développé des techniques de médiation active qu'elles ont transposées à leurs besoins de recrutement. Il s'agit de proposer des actions nouvelles, de les expérimenter, de voir ce qu'elles produisent réellement. Il n'y a pas une vérité absolue. L'action révèle les atouts. Aujourd'hui, on ne va pas vous montrer la voie unique qui fonctionne dans tous les cas. Voilà, il y a un ensemble de facteurs. C'est à vous de trouver votre voie. En tout cas, il y a toujours... Notre objectif, c'est de se dire qu'il y a toujours des expériences qui peuvent être améliorées. Et donc, c'est toujours questionner ces expériences, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Nous vous proposons donc trois expériences avec les témoignages qui vont suivre. Ça peut être votre pratique actuelle ou alors ça peut être aussi un pas de côté. Aujourd'hui, on va se questionner, découvrir et vous apporter éventuellement des petites graines à planter chez vous. Donc vraiment, je vous remercie d'avance pour vos réactions dans le chat, de rester toujours ouvert et bienveillant et d'éviter absolument les jugements parce que ce n'est pas ça qui va nous fera avancer dans nos discussions. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir autour de cette table donc Isabelle de Crozal, qui est responsable de l'antenne Batin-Sérim, qui est une ETTI dans le Vaucluse. Nous avons également Aline Martin, qui est conseillère en transition professionnelle pour les ateliers ligétériens, donc un ACI qui est dans le Loiret, et Alexandra Copolani, qui est directrice adjointe d'un CHRS Porte-Accueil et de la ressourcerie de Haute-Provence, donc un ACI dans les Alpes de Haute-Provence. Le déroulé de la journée, non, je vous rassure, on est là jusqu'à midi. Donc, le déroulé jusqu'à midi, on va questionner le recrutement à travers les actions de médiation, comment aller vers, comment mieux travailler avec les partenaires prescripteurs, mais aussi comment veiller aux conditions d'accueil et d'intégration des salariés. Voilà. Alors, pour démarrer, Isabelle, une ETTI, ça passe son temps à recruter. Depuis la création de l'antenne à laquelle tu as participé l'année dernière, quelles sont les actions que tu as menées pour trouver tes candidats? Alors, j'ai envie de dire merci pour cette introduction, bravo pour tout ce que tu as dit, et il ne faut pas se complexer en matière de recrutement, il faut oser. Voilà, tenter tout, oser tout, et chacun a sa façon de faire. Il faut d'abord bien se connaître et connaître ses points forts, comme tu l'as dit, et identifier les pratiques qui fonctionnent, parce que quelquefois on s'épuise sur des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc, identifier les pratiques qui fonctionnent, regarder vers où on peut aller pour améliorer ces pratiques. Et moi, j'ai envie de vous dire, donc il faut bien se connaître, mais il faut aussi se faire connaître. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser, pas de complexe. Sans aucun complexe, on présente sa structure à tout va et à tout le monde. Parce que finalement, on est dans notre petit monde de l'IAE, on s'imagine que tout le monde sait ce qu'on fait, et en fait, non. Les partenaires, comme tu l'as dit très justement, Héloïse, il y a beaucoup de turnover, que ce soit les prescripteurs je dirais, historiques comme Pôle emploi, mission locale. Mais en fait, on est souvent un nom et ce qu'ils mettent derrière, ce qui se représente derrière nos actions, c'est souvent difficile. Donc moi, j'ai envie de dire, il faut d'abord repérer bien tous les acteurs de votre territoire qui peuvent éventuellement vous amener de la prescription. Alors évidemment, il y a les prescripteurs historiques, mais il y a aussi tous les centres sociaux, les adultes relais, vos salariés en transition professionnelle qui peut-être aussi connaissent du monde, il ne faut pas hésiter à les questionner. Et puis les bailleurs sociaux, les gardiens d'immeubles, aller sur les marchés, enfin vraiment, j'allais dire faire feu de tout bois et être inventif. Et quand vous avez repéré tous vos prescripteurs, voyez aussi quelles actions ils proposent, parce que pour être bien avec un prescripteur, il faut se faire connaître. Donc les prescripteurs historiques, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, invitez-les à visiter vos structures, que les salariés en transition professionnelle ou vos CIP en cadre technique présentent la structure, parce que souvent, c'est difficile de se rendre compte ce que vont faire vraiment les gens qui vont vous orienter. Et je crois que quand on se connaît, c'est la clé de tout. Quand on connaît les prescripteurs et qu'ils vous connaissent, c'est beaucoup plus facile.
Donc, participez aussi à toutes les actions qu'ils font, que ce soit les corners emploi, les détections de potentiel. Il y a des ateliers contre engagement jeune avec la mission locale. Alors, certes, vous allez me dire, ouais, mais on ne va pas revenir avec 50 personnes. Non, mais ce n'est pas le but. Même si vous revenez avec un profil, c'est déjà énorme. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire connaître. Et vraiment, moi, je dis, c'est la clé que quand il y a une hésitation, le prescripteur dit, oh, ben tiens, je vais appeler un tel, là, il va me répondre, ou j'envoie un mail. Tout. Ça passe comme ça. Si on attend uniquement que tout se fasse par la plateforme IAE, j'ai envie de vous dire, voilà. Hein. Donc, vraiment, participez à ça, repérez tous les acteurs, et puis aussi, tenez compte dans votre équipe des compétences et des appétences de vos collègues de travail. Parce que recruter, effectivement, ça ne doit pas reposer sur une seule personne. On a des tas de moyens de recruter du personnel. Donc, faites un petit brainstorming sur 1 heure, même pas, en voyant qui peut faire quoi, qui veut faire quoi, qui a des idées. Et ça vous permettra d'avoir une petite cartographie en tenant compte des compétences, des appétences de chacun et puis surtout des atouts de votre territoire. Parce que quand on est dans un territoire rural ou dans un territoire urbain, on n'a pas forcément les mêmes opportunités. Donc ça, il faut aussi en tenir compte. Et puis, j'ai envie de dire, jouer la solidarité. Si une prescription ne va pas pour vous, ou une orientation ne va pas pour vous, pensez aux autres SIAE du territoire. On a intérêt à la jouer collective. Voilà. Merci Isabelle pour ces conseils vraiment précieux. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le travail que toi tu mènes avec la mission locale sur ton territoire? Alors, on a ouvert une antenne, on est une TTI spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics qui était implantée sur le Grand Avignon depuis longtemps et on n'avait pas d'implantation dans le Haut-Vaucluse qui est plutôt plus rural et plus excentré, moins bien desservi. Or, il y a beaucoup d'entreprises du BTP qui sont par là et qui avaient besoin. Donc, quand on a implanté cette agence, le but, c'était de repérer tous les acteurs, et en commençant par les acteurs historiques, Pôle emploi, mission locale. Or, il se trouve que les missions locales étaient passées de la garantie jeune au contrat engagement jeune. Et donc, tous les mois, moi, j'avais 3 missions locales sur mon territoire. Tous les mois, ces missions locales ont des nouveaux groupes, ou des cohortes, comme ils disent, mais je n'aime pas bien ce mot, mais des nouveaux groupes qui rentrent. Et au début, on m'avait proposé de faire des présentations ateliers métiers du BTP. Bon. Sauf que quand vous arrivez là et que, moi je dis OK, donc j'en ai 3 par mois, une par mission locale. On a des groupes, on ne sait pas de combien, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent faire, mais je trouve ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on va discuter de leur objectif professionnel avec ces jeunes-là. Et de façon aussi à leur proposer de travailler sur leur objectif professionnel. S'il y en a qui veulent faire du bâtiment et travaux publics, à ce moment-là, moi, je leur propose un rendez-vous particulier, mais on travaille sur l'objectif projet professionnel avec un mini plan d'action sur une séance de travail de 2 heures. Voilà. Ce qui fait que du coup, les missions locales nous connaissent bien, tous les conseillers et conseillères nous connaissent bien aussi. Comme on rend un service et qu'on parle de médiation active, il y a tout un travail qui se fait. Et puis les jeunes entre eux, ils parlent beaucoup, ils connaissent beaucoup de monde et ils ont aussi des parents, des oncles, des voisins. Et moi, je leur dis toujours, si vous connaissez des personnes autour de vous qui recherchent dans le bâtiment et les travaux publics, voilà ma carte, n'hésitez pas à me les adresser. Voilà. Ça permet aussi aux jeunes ou aux personnes que vous rencontrez de leur faire comprendre qu'ils font partie d'un réseau et que c'est en faisant partie d'un réseau qu'on commence à rentrer dans le milieu professionnel. Super, merci. Je rebondis parce que on a peu de temps finalement, on n'a qu'1 heure à passer ensemble et il y a 3 témoignages. On a préparé ce moment ensemble et tu me parlais aussi de tes relations avec le CCAS, les éducs de rue, de le fait aussi que tu travailles dans les quartiers prioritaires de la ville. Enfin voilà, ça c'est des choses aussi qu'on connaît peu en fait dans le monde de l'IAE. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est ton approche auprès de ces nouveaux prescripteurs? Alors, en fait, si tu veux, les missions locales et Pôle emploi organisent souvent des forums, des choses comme ça, et on rencontre plein de partenaires. Le forum, c'est aussi, on est là pour donner des indications, mais on est là aussi pour rencontrer d'autres mondes, et c'est comme ça, moi aussi, que je rencontre les adultes relais, les centres de loisirs, les centres sociaux, aussi les associations qui peuvent être
sur un territoire qui peuvent ne pas exister d'un territoire sur l'autre. C'est pour ça que bien connaître son territoire, c'est important, parce qu'il y a des choses qui vont exister sur certains territoires. De connaître aussi la communauté de communes ou la commune, parce que si vous avez un contrat de ville, c'est important aussi de rencontrer le responsable ou la responsable du contrat de ville, parce qu'il y a des tas d'actions dans lesquelles vous pouvez vous faire connaître et rencontrer des tas d'acteurs. Donc, bien connaître son contrat de ville si on a. S'il y a des quartiers prioritaires politiques de la ville, eh bien aussi aller vers, parce que ce n'est pas en restant, je veux dire, un peu en attendant qu'on vienne vers vous, il faut vraiment aller vers. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, faites-vous connaître, faites-vous connaître, faites-vous connaître. Et repérer les acteurs, c'est hyper important. Donc, dès qu'il y a un forum, dès que vous rencontrez un autre partenaire, demandez-lui. Il y a aussi les réseaux France Service qui sont des bons réseaux, parce que moi, je fais beaucoup d'interventions dans les France Service, parce que, alors c'est vrai que dans le bâtiment, c'est quand même encore un secteur masculin. Dans les France Service ou dans les réunions de quartier, c'est plus souvent des femmes qui y vont, mais ces femmes, elles ont des maris, des frères, des fils, des cousins, des relations. Et c'est comme ça souvent aussi, comme je dis, que je peux attraper leur mec. Voilà. Donc, voilà. Mais je crois que voilà, il faut le faire de façon un peu ludique et ne pas se dire, ouais, mais voilà, ça ne va pas me rapporter grand-chose. Une personne, de toute façon, va vous en amener d'autres. Donc, tu te présentes, tu participes à toutes les réunions, tu mets des affiches, tu déposes des flyers, tu animes un atelier. Comment ça se matérialise? Alors, d'abord, j'ai des affiches, j'ai des flyers, j'ai des cartes avec mes permanences parce que moi, je bouge beaucoup. Je suis sur un territoire un peu éclaté. Donc, j'ai des permanences tous les jours dans des villes différentes ou dans des endroits différents. Et les permanences, elles se tiennent où exactement? Alors, ça dépend. J'ai une permanence dans une SIAE, qui est un chantier et une AI. J'ai une permanence dans une mission locale et j'ai une permanence chez un bailleur social. Et ça, j'ai envie de dire, rapprochez-vous des bailleurs sociaux parce que souvent, ils ont des locaux gratuits à mettre à votre disposition. Ils ont des gardiens d'immeubles ou des femmes de ménage qui font le relais. Moi, elles m'ont mis des affiches partout. Chaque fois que j'avais besoin de recrutement dans toutes les, je dirais, dans les halls d'immeubles. Et puis, elles connaissent beaucoup les gens et les gens les connaissent. Donc, c'est des véritables sources de recrutement. Et les bailleurs sociaux ont envie que leur quartier soit animé. Donc, moi, je travaille beaucoup avec la Caisse des dépôts et consignations qui a une vraie politique vraiment de mobilisation pour faire vivre ces quartiers. Et voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller vers eux parce que je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Les centres sociaux aussi sont OK pour mettre des permanences. Voilà, se rendre visible, je pense que c'est la meilleure solution. OK. Tu me parlais aussi que tu allais sur les marchés, à part faire tes courses. Qu'est-ce que tu fais comme course? Alors, ça deal aussi, oui. Parce qu'on est souvent dans des endroits où les conseillères me disaient, mais moi, je ne sais pas comment faire pour recruter. Donc, les marchés, c'est des véritables mines de renseignements. D'abord, parce qu'il y a des gens qui cherchent du travail, mais il y a aussi des entreprises. Quand le marché est en centre-ville, vous avez aussi tous les commerces aux alentours. Donc, vous pouvez, quand on est une AI, une TTI, repérer aussi des entreprises qui recherchent. Mais on rencontre aussi des personnes qui cherchent de l'emploi ou qui connaissent des gens qui connaissent de l'emploi. Et puis souvent, vous retrouvez des anciens salariés dont vous n'avez plus de nouvelles. Et ça vous permet aussi de voir que finalement, ils ont bien avancé, de reprendre contact. Donc, le marché, ça fonctionne. Il ne faut pas hésiter. Alors, je dis toujours, n'y allez pas seul si vous ne le sentez pas. Et allez-y à 2, à 3. Préparez un petit peu avant, c'est-à-dire qu'il faut avoir des petits flyers, savoir ce qu'on va dire, et puis prévoir aussi des réunions où vous allez convoquer les gens pour des informations collectives, ça se prévoit en équipe, mais le marché, ça fonctionne bien. Alors, quelquefois, quand les équipes sont moyennement motivées, moi, j'ai eu dans la Drôme qui était moyennement motivée au début, et j'avais dit à l'équipe, écoutez, on va faire le recrutement de telle heure à telle heure, on fait un break d'une heure, chacun fait ses courses. Alors là, ça a été super parce qu'il y a toujours des vêtements, des trucs un peu sympas à acheter, et puis on se retrouve une heure après, et on refait une séance de recrutement. Et en fait, ça a mis du lien et puis un peu de trucs ludiques. Et ils ont bien accroché. Alors, au début, ils n'osaient pas. Mais il y en a toujours un dans le groupe qui ose un peu plus. Et puis, honnêtement, on n'en meurt pas d'aller vers les gens. Vraiment. Voilà. Super. Que d'innovation. Enfin, en tout cas, que d'action pour aller vers. Il y a aussi une action dont on avait discuté qui m'avait un peu surprise parce que c'est un peu une technique de cabinet de recrutement. C'est le site Pôle emploi. Est-ce que tu fais du site Pôle emploi? Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? J'écume une fois par semaine le site Pôle emploi. Alors là, il ne faut pas avoir peur quand vous voyez 149 profils avec qui ne correspondent pas du tout et tout. Donc, moi, je le fais et régulièrement, j'ai 1 ou 2 profils et ça fonctionne. Alors, quelquefois, ça ne fonctionne pas.
Mais honnêtement, le site Pôle emploi, vous faites votre recherche. Moi, je me le fais une fois par semaine. Je me bloque, allez, une demi-matinée. Je mets ma requête et je fais régulièrement parce que, eh ben, on en trouve. Voilà. Donc, et puis, quelquefois, les référents Pôle emploi ne pensent pas vous orienter un tel, vous ont oublié parce qu'ils pensent que c'est des gens qui sont plus autonomes. Eh bien, pas tellement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à fouiller, interroger. Quelquefois, changer la ville, changer l'intitulé du poste, parce que vous verrez, il y a des surprises. Alors, souvent, pas terribles, mais en général, on trouve des pépites. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Super. Et puis tout à l'heure, tu l'as un peu dit sur le rôle que peuvent jouer les salariés de la structure sur leur rôle d'ambassadeur. Alors, justement, je vais vous questionner à vous tous participants. Est-ce que, donc là, vous avez une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir devant votre écran. Est-ce que vous avez déjà sensibilisé vos salariés en transition sur leur rôle d'ambassadeur qu'ils peuvent avoir pour votre structure pour vous permettre de recruter de nouvelles personnes? Alors, allez-y. Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Donc, vous êtes 61 à avoir répondu au sondage. Voilà, je vais mettre fin au sondage et je vais vous partager les résultats qui sont très intéressants. En fait, parmi vous, 37 personnes ont déjà utilisé, en tout cas sensibilisé leurs salariés en transition à faire sur leur rôle d'ambassadeur et 24 personnes n'y ont jamais songé. Alors, sachez, et c'est ce que disait Isabelle, c'est que le bouche à oreille, c'est votre meilleure vitrine. Et l'an passé, en discutant avec une structure, elle avait même poussé le rôle d'ambassadeur un peu plus loin puisqu'elle avait proposé une prime de cooptation de 50 € à ses salariés en transition dès qu'ils ramenaient quelqu'un. Donc, cette prime, elle était versée à l'issue de la période d'essai pour vous montrer à quel point parfois on peut innover face à un besoin de recrutement tellement important. Est-ce qu'il y a des questions pour Isabelle? Donc, il y a le chat, mais surtout, n'oubliez pas, il y a le petit outil questions et réponses sur lesquels vous pouvez poser des questions. A priori, il n'y en a pas. Tout à l'heure, on parlait de la prescription. Est-ce que toi, tu as des recommandations? Je sais que tu me disais aussi, ce qui était important, c'est que dès que tu as une prescription, il ne faut pas la laisser vivoter quelques semaines. Alors, en fait, les relations, ça s'entretient. Et moi, j'ai envie de vous dire que quand un conseiller, quel que soit Pôle emploi, mission locale, vous fait une orientation, déjà, c'est de la tenir au courant, déjà, que vous allez contacter ou que vous avez contacté le candidat et que vous lui avez donné un rendez-vous et que vous lui la tiendrez au courant ou le tiendrez au courant des suites. Je pense que c'est hyper important parce que c'est très frustrant quand vous envoyez des personnes et que vous n'avez pas de retour. Voilà. Donc, la moindre des choses, je sais que c'est un petit peu chronophage, mais c'est ce qui entretient les relations. Et vous verrez aussi que quelquefois, quand vous avez besoin d'un passé à eux, voilà, vous aurez aussi le retour. Moi, je sais que je n'ai jamais eu de souci pour avoir des prescriptions sur la plateforme. J'appelle en urgence un tel ou un tel et il me le fait parce que je crois que ce qu'on leur donne, ils vous le rendent largement. Donc, c'est hyper important de donner les raisons, d'informer la personne qui vous a envoyé quelqu'un. Et puis, même si vous dites, ben voilà, pour moi, à l'issue de l'entretien, ben ça, ou j'ai rien, ou alors je pense qu'elle serait mieux vers telle ou telle structure, je pense que c'est important aussi. Voilà, donc entretenez les relations et tenez-les au courant. Un petit mail, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez avoir des mails types. Et honnêtement, ça fait toujours plaisir et je pense qu'ils sont hyper contents d'avoir du retour. Et puis aussi, vous vous rapprochez aussi, parce que j'ai oublié, mais Pôle emploi a des unités IAE. Rapprochez-vous de la personne, la coordo qui s'occupe de l'équipe IAE et demandez-lui de faire une présentation à l'équipe. Il y a aussi les psychologues Pôle emploi, psychologues du travail Pôle emploi, qui ont aussi une action très intéressante et je pense que de les sensibiliser à votre action, à vos activités et à tout le travail de médiation que vous faites pour la sortie emploi, je pense que c'est important aussi de présenter vos résultats, des actions partenariales que vous mettez en place. Pas simplement dire on est une SIAE sur telle ou telle action support, mais aussi toutes les actions que vous mettez en place, les actions partenariales que vous mettez en place avec les entreprises pour que les personnes que vous accompagnez aillent vers l'emploi durable. Je pense que c'est ça qui est important aussi.
quitte à, ou même quelquefois, à inviter des prescripteurs à un petit déjeuner entreprise, une visite d'entreprise. Voilà, je pense que c'est important. Super, merci beaucoup Isabelle. Alors, pour nos participants, j'ai encore un sondage. Selon vous, en matière de recrutement, alors attendez, hop, je me suis trompée de sondage. Voilà, les aléas du direct. Selon vous, en matière de recrutement, est-ce qu'il est important d'avoir un prescripteur privilégié? Vrai ou faux? Ça répond, ça s'active. On a eu déjà des éléments de réponse avec Isabelle, mais il y en a encore d'autres qui vont arriver. Alors, vous êtes 57 à avoir répondu. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, vous êtes en majorité 49 personnes qui nous répondent que c'est faux. En matière de recrutement, il est important d'avoir un prescripteur privilégié. C'est faux. Et 8 personnes pensent que c'est vrai. Alors, la mise en place de la plateforme de l'inclusion, elle offre la possibilité à un large champ d'acteurs d'orienter des publics vers l'IAE. Il faut vraiment pas s'en priver, comme l'a montré Isabelle, avec tous ces témoignages et toutes ces actions qu'elle mène auprès des divers prescripteurs. Et c'est pour ça que je pose ce sondage-là, parce que je vais donner la parole à Aline Martin, qui, elle, a une spécificité sur son territoire, c'est qu'elle est la seule SIAE. Donc, clairement, elle n'a jamais connu de difficultés de recrutement. Cependant, vous avez un partenariat assez fort et depuis longtemps avec un CHRS, avant même que ces derniers soient habilités à faire des prescriptions. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le début et cette histoire de partenariat? Oui, alors je me permets juste de dire qu'on n'a jamais eu de problème de recrutement. Je dirais pas exactement ça, mais effectivement, on est moins en difficulté que les SIAE qui sont au milieu des métropoles ou des grandes villes, vu que nous, on est dans un secteur rural et qu'effectivement, on est la seule structure. Nous, on a une particularité, c'est qu'on est donc une SIAE du Loiret, mais on est limitrophe avec le Loir-et-Cher. Et donc, notre activité intervient sur les deux territoires, Loiret et Loir-et-Cher. Cependant, on a un conventionnement unique avec le département du Loiret. Le CHRS est un partenaire historique de la structure parce que quand l'association a ouverte, on a décidé de faire un partenariat avec eux sur tout ce qui était le don de première nécessité pour les personnes qui intégraient le CHRS ou dans le cadre où les personnes accédaient au logement et donc avaient besoin de s'équiper. Donc le CHRS a toujours été un partenaire sur le point de vue des dotations de vêtements, de vaisselle, de puériculture. Et puis, on a longtemps essayé de négocier la possibilité de recruter nos salariés également dans le Loir-et-Cher au vu du fait qu'on est qu'à quelques kilomètres de la limite départementale. Et du coup, on a une autorisation du département du Loiret de pouvoir recruter, mais de manière infime, sur le Loir-et-Cher. À partir du moment où on a eu cette autorisation, effectivement, les premières personnes vers qui on s'est tourné, ça a été le CHRS parce que le partenariat était déjà bien inscrit entre nous et que de toute façon, les personnes qui résident au CHRS sont éligibles sur l'IAE. Donc, c'est comme ça qu'a continué le partenariat sur le recrutement également. Ok, et alors comment on recrute les personnes qui sont en CHRS? Est-ce que c'est juste qui est votre contact en interne? Comment vous faites la rencontre? Comment vous petit à petit amené à travailler et affiner votre relation partenariale parce que ça se travaille dans le temps?
Alors, en fait, nous, les recrutements de nos salariés, ça fait quand même plusieurs années qu'on organise des réunions d'information collective qui sont animées et par un encadrant technique et par moi-même pour faire la présentation du poste de travail et de l'accompagnement. Et une visite de la structure parce que c'est un très grand bâtiment, 3800 mètres carrés. Et donc, l'activité de travail est spécifique également. Et donc, c'est important pour nous que les personnes elles puissent constater d'elles-mêmes, visiter et voir les postes de travail avant de s'engager dans une démarche de recrutement. Donc, à ces réunions d'information collective, j'invite systématiquement tous les prescripteurs qui le souhaitent, qui connaissent ou qui ne connaissent pas encore la structure. Mais souvent, c'est plutôt ceux qui ne connaissent pas encore qui participent. Pour qu'ils puissent également découvrir l'activité et notre fonctionnement interne. Donc, comme pour tous les autres, en fait, on a invité les éducateurs du CHRS pour qu'ils visitent. Souvent, en plus, les résidents, ils aiment bien être accompagnés d'une personne qu'ils connaissent bien. Donc, ça leur permet de faire le premier pas dans la structure et de participer avec leur référent du CHRS à la présentation, oser un peu plus poser les questions sur l'accompagnement ou les postes de travail et du coup faire la visite avec eux. Ok, et ces visites-là, donc on entend, ils le font en binôme. Ça a été évident pour eux de venir en binôme au départ? Oui, souvent. D'ailleurs, même les travailleurs sociaux avec qui il y a un bon partenariat, en fonction des personnes qu'ils accompagnent, ils savent dire si la personne elle a besoin en fait d'être avec une personne ressource ou si elle est capable de venir toute seule. Mais quand il y a besoin que ce soit un travailleur social qui accompagne la personne, comme la réunion d'information collective de toute façon est libre d'accès, ils peuvent venir accompagner du travailleur social. D'accord. Et aujourd'hui, donc, votre relation partenariale, ça s'arrête simplement à la visite, avec l'information collective. Est-ce que une fois que la personne est recrutée, vous continuez ce partenariat avec les travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes hébergées? Et jusqu'où ça va, en fait, finalement, ce partenariat? Oui, systématiquement, en fait, on propose à partir du moment où il y a un référent, que ce soit au CHRS ou n'importe quel autre partenaire qui prescrit ou qui oriente sur la structure. Dans le premier mois de recrutement, on propose un rendez-vous tripartite pour faire le point sur l'intégration de la personne dans la structure et du coup définir par rapport au parcours antérieur, s'il y a des éléments sur lesquels c'est nous qui travaillons ou c'est toujours le travailleur social qui continue d'accompagner la personne. Et donc, s'il y a besoin, on planifie comme ça des rendez-vous avec le travailleur social et le salarié dans la structure pour continuer un accompagnement global. Ok. Ce qui permet, je rejoins ce qu'a dit Isabelle, en fait, le fait de faire ça permet d'avoir une très bonne relation avec les partenaires. Ils connaissent de l'intérieur comment ça fonctionne pour les salariés et comment on les accompagne. Et le jour où il y a besoin d'une prescription rapide ou d'un dépannage pour un financement ou quoi que ce soit, bah, ils sont tout de suite au rendez-vous, en fait. Super. Et la question d'emploi, elle était déjà présente dans le CHRS ou elle est venue au fur et à mesure de votre partenariat? Elle est venue vraiment quand on a eu l'opportunité, on en avait déjà échangé avant, de dire que c'était ennuyeux parce qu'ils avaient des personnes qu'ils aimeraient bien faire travailler chez nous, mais on n'avait pas la possibilité, réglementairement parlant, de les recruter. Donc, dès qu'on a su qu'on pouvait recruter sur le Loir-et-Cher, c'était une évidence. Et du coup, le CHRS m'a demandé de participer à leur évaluation interne qui se fait, je crois, tous les 3 ans ou tous les 5 ans sur la partie insertion professionnelle. Donc, moi, j'interviens aussi périodiquement au CHRS pour leur accompagnement. Ok.
Super. Tu travailles évidemment pas que avec les CHRS, hein. Évidemment, tu travailles avec les autres prescripteurs. En effet, j'ai vu dans le chat, il y a des personnes qui disent oui, il ne faut pas oublier les référents RSA. Comment justement, toi, tu travailles avec les référents RSA? Est-ce que c'est évident? Oui, bien sûr. La particularité, c'est que donc, le département du Loiret, là, sur les 2 dernières années, il y a eu une grosse réorganisation et donc des travailleurs sociaux qui ont changé ces 3 dernières années tous les 6 mois. Donc, des difficultés en fait à avoir des prescriptions sur les bénéficiaires du RSA par les assistantes sociales du département. On a martelé les rendez-vous, les visites, les cafés partenaires pour faire intervenir, pour faire visiter, pour expliquer ce qu'on faisait. On a fait la même chose avec le Loir-et-Cher, bien qu'on n'ait qu'une partie infime de notre équipe qui puisse être recrutée là-bas. Et j'ai une grosse mobilisation des travailleurs sociaux du Loir-et-Cher à qui je ne peux pas donner satisfaction. Et à contrario, c'est le département du Loiret qui pêche un peu sur les prescriptions, mais le fait de marteler les entretiens, les réunions, d'organiser, même quand ils ont besoin d'un lieu, systématiquement, je propose que leurs réunions se fassent chez nous pour les faire venir dans la structure. Et ça permet voilà, d'avoir enclenché sur l'équipe actuelle, en tout cas, une bonne base de travail pour les prescriptions. Ok, super. En effet, ouais, faire venir, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir proposer une salle pour faire tenir les réunions. Au niveau des retours que tu as des assistantes sociales, la question de l'emploi, elle n'est pas si évidente quand on est assistante sociale. On va plutôt travailler sur les besoins en santé, les besoins d'accompagnement sur les droits. Comment tu arrives à immiscer un peu la question de l'emploi? Il y a un peu de cas de figure, sans faire de stéréotypes, hein. On a une nouvelle génération d'assistantes sociales qui est quand même assez orientée sur l'accompagnement global et les bienfaits de l'emploi. Mais il y a cette tendance à toujours dire faut résoudre les freins avant de travailler, sauf que on peut réussir à concilier une activité de travail même si on a des difficultés dans sa vie. Donc c'est sur cet aspect-là, sur un petit peu l'ancienne génération, qu'il est plus difficile de travailler. Mais bon, il ne faut rien lâcher, hein. Et puis il faut montrer par l'exemple, en fait. Souvent, moi, j'illustre avec des situations et des parcours sur des assistantes sociales qui me disaient « Ah, bah, j'aurais jamais cru qu'il était possible que cette personne travaille. » Eh bien, si, elle est au quotidien dans le travail, elle est au rendez-vous et elle avance dans sa situation aussi grâce à l'emploi. Super, merci beaucoup Aline. Alors, je rebondis sur les propos voilà, auprès des participants. Est-ce que parmi les participants, vous travaillez déjà... Hop là, je ne partage pas les résultats, je vais relancer le sondage. Est-ce que parmi vous, vous travaillez déjà avec les CHRS comme prescripteurs? Là, normalement, vous avez la pop-up qui s'est ouverte devant votre écran. Je vous en prie, je vous laisse répondre. Je vous laisse encore quelques secondes. Alors, je commence à vous teaser un peu les résultats. Pour 9 personnes, ça a l'air d'être le partenariat est bien ancré. Pour 25 personnes, c'est le commencement du partenariat. Et pour 18 personnes, elle avoue ne pas connaître les CHRS qui sont sur leur territoire. Voilà, je vous partage les résultats. J'espère qu'en tout cas, les propos d'Aline vous permettront de faciliter ces partenariats avec ces CHRS. Je vous propose encore un sondage, mais décidément, qu'est-ce qu'elle arrête avec ces sondages? C'est le dernier, c'est promis. Ça me permettra d'enchaîner avec Alexandra Copolani. Un petit sondage qui va peut-être faire polémique. C'est un vrai ou faux?
selon vous, lors de l'entretien d'embauche, est-ce que les freins périphériques sont abordés de manière prioritaire chez vous? C'est pour voir si vous utilisez. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, il y a des approches qui sont différentes. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Voilà. En tout cas, vous avez bien compris l'utilisation du sondage, donc ça, c'est chouette. Donc, je mets fin au sondage, je vous partage les résultats. Donc, pour 19 personnes d'entre vous, c'est des questions qui sont abordées de manière automatique sur les entretiens d'embauche. Et pour 37 personnes, ce n'est pas le cas. Alexandra, toi, qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Bonjour. Nous, on a retravaillé en interne la procédure en fait, de recrutement et notamment comment se déroule un entretien d'embauche. Et on n'aborde pas cette question-là, sauf si ça apparaît durant l'entretien. Voilà, parce que souvent, les personnes, en fait, elles ont envie aussi de parler de leurs difficultés. Donc, ce n'est pas interdit. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout de cette manière-là qu'on aborde les recrutements et les entretiens de recrutement à la ressourcerie de Haute-Provence. Ok. Alors, comment vous faites? Juste déjà, je voulais rebondir sur ce que disait Aline parce que ça a fait écho, sachant que moi, je suis moitié ressourcerie, donc atelier chantier d'insertion 43 ETP, et moitié porte-accueil, qui est une structure d'hébergement, dont un CHRS. Et donc, naturellement, on a des liens hyper étroits. C'est une grande famille. Et là, par exemple, sur 53 personnes, grosso modo, on a une dizaine de personnes qui ont été auto-orientées, on va dire, par le CHRS, avec des liens effectivement renforcés entre accompagnateurs à l'emploi, encadrants techniques et les travailleurs sociaux du CHRS. C'est plutôt génial parce que du coup, on est hyper à l'aise sur le qui fait quoi, les problématiques sociales. C'est les travailleurs sociaux du CHRS. Nous, on est centré emploi plus. Et puis, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est clair. Voilà. Sur le recrutement, du coup, comment on s'organise? Déjà, on fait des réunions d'information collective qui commencent sur le terrain. On ne met pas les gens en salle tout de suite. L'idée, c'est que les personnes présentes visitent la structure, les différents postes de travail et puis l'environnement de travail et puis qu'elles puissent rencontrer 2-3 potentiels futurs collègues. Voilà, une fois que ça c'est fait, on met les personnes en salle et là on voit un petit peu si elles ont des questions, ce qu'elles ont compris de la visite, et de là on présente en fait la ressourcerie de manière un peu plus classique et formelle, les différents postes, le type de contrat, etc. Et on insiste d'entrée de jeu, par contre, sur l'objectif de la structure qui est l'emploi. C'est-à-dire qu'on a envie, on a besoin de recruter des personnes qui sont intéressées par ce qu'elles ont vu, qui ont envie de s'impliquer dans ce projet-là et qui ont comme objectif d'aller vers l'emploi durable à l'extérieur de la structure. Voilà, c'est vraiment posé dès le départ. Et puis, donc cette réunion d'information collective, elle est co-animée par un encadrant technique et on a un accompagnateur ou une accompagnatrice à l'emploi. Voilà, cette complémentarité là, du binôme encadrant technique, accompagnateur à l'emploi, c'est plutôt une force dont on se sert. Et puis ensuite, on pose les choses, c'est-à-dire qu'on enchaîne avec des entretiens individuels en disant que les personnes qui vont passer les entretiens individuels sont vraiment les personnes qui sont intéressées par ce qu'on vient de leur proposer. En même temps, ce qu'elles ont vu en visitant la structure, en visitant les postes, etc., ce qui leur a été présenté en salle. Est-ce qu'il y a un vrai partage de l'objectif?
qui est l'emploi, parce que s'il n'y a pas, ça ne sert à rien, hein, et pourquoi pas, elles ont le droit d'être sur d'autres priorités. Mais nous, tout ce qu'on va leur proposer ici vise cet objectif-là. Donc, dans ce cas-là, si ce n'est pas leur objectif, on risque d'être en décalage et ça ne va pas le faire. Donc, elles peuvent tout à fait partir si elles le souhaitent. Et puis, régulièrement, il y a 1 ou 2 personnes qui s'en va, hein, parce que voilà, ça ne correspond pas. Et en tout cas, les personnes qui sont intéressées, qu'on n'a pas fait fuir encore à ce moment-là, sont reçues également en binôme accompagnateur à l'emploi, encadrant technique. Et là, on a travaillé sur une petite procédure, grosso modo, sur laquelle on s'appuie, hein, qui n'est pas exhaustive, mais en tout cas, voilà, qui a le mérite d'exister, sur comment on mène un entretien d'embauche. Et du coup, on va demander à la personne, grosso modo, de se présenter, de présenter son parcours, de présenter ses objectifs emploi. Encore une fois, lors de l'entretien, on insiste là-dessus. On lui demande aussi de reformuler un petit peu ce qu'elle a compris, ce qu'il ou elle a compris de la visite de la structure et de la présentation des postes. Et on insiste aussi sur les engagements réciproques, c'est-à-dire que eux, ils vont avoir des obligations liées à leur contrat de travail, hein, venir à l'heure, etc., etc. Mais qu'il y a aussi les rendez-vous avec l'accompagnatrice à l'emploi, faire des démarches, voilà, ça fait partie de leurs obligations. Et nous, on a aussi des obligations, hein, c'est pas, on essaie d'équilibrer un peu les choses. Nous, on a l'obligation de leur proposer un poste de travail attractif sur lequel ils vont pouvoir progresser, être formés, etc. Et on s'engage aussi à leur présenter des opportunités de rencontres en fait, avec les entreprises du territoire. Ce que j'ai oublié de dire, qui est quand même important, c'est qu'on est dans le cadre de l'IAE. Donc, à un moment donné, bien sûr qu'on s'assure que les personnes répondent aux critères d'éligibilité de l'IAE. Donc, on va le faire au moment de l'étude des candidatures en amont, voilà, via la plateforme. Et on va compléter, parce que donc, il y a la réunion d'information collective. Les personnes qui sont intéressées, elles remplissent un petit dossier sur lesquels apparaissent justement les critères d'éligibilité. Et du coup, pendant qu'on reçoit une personne en entretien, les autres personnes remplissent le dossier et c'est un support que l'on a au moment de l'entretien d'embauche. Voilà. On a aussi du coup arrêté des critères de recrutement. Donc, il y a les critères d'éligibilité, mais nous aussi, ici en interne, quelles lunettes on met en fait sur les personnes qui se présentent devant nous. Donc, on a essayé d'objectiver un petit peu tout ça. Donc, nous, par exemple, basique, mais on a des chauffeurs, on recrute des chauffeurs parce qu'on fait des collectes, des débarras, on est sur les encombrants et puis des livraisons. Donc, pour être chauffeur, il faut à minima le permis de conduire, c'est un prérequis, c'est factuel, il n'y a pas le choix. Sur ces postes-là aussi, il faut que ce soit des personnes qui soient en capacité de porter des charges. Donc, on a défini 15 kilos à peu près, voilà, être en capacité de porter à peu près 15 kilos. Et puis le reste, voilà, c'est vraiment l'objectif emploi. C'est le premier, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, il faut vraiment que la personne pose que son objectif en venant chez nous, c'est d'être accompagné vers l'emploi durable. Donc ça, c'est le critère. Et la diversité. Voilà. Après, il y a un critère de diversité au sein des équipes, c'est-à-dire qu'on peut complètement recruter des personnes qui ont des troubles psy, mais si sur une équipe de 10, on en a déjà 8, je dis n'importe quoi, mais c'est pour illustrer, qui ont des troubles psy, ça ne va pas le faire. On peut complètement recruter des personnes qui ont des addictions, mais c'est pareil, il faut qu'on veille à ce que tout le monde n'ait pas des addictions, parce que sinon, ils risquent de se tirer vers le bas et c'est compliqué. Des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française, elles ont toute leur place au sein du chantier, mais il faut qu'on les mette dans des équipes dans lesquelles les personnes parlent français, parce que sinon, elles ne vont pas progresser, puis ça va freiner aussi l'activité, et puis ça n'a pas de sens. Voilà, donc il y a vraiment ce critère de regarder un petit peu de qui est composée l'équipe à aujourd'hui, à l'instant T, et de jouer la carte de la diversité. Et du coup, une fois qu'on a mené les entretiens en binôme, eh bien, il y a un débrief, parce que souvent, il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs binômes, et là, la direction, du coup, est concertée, et on échange, et on choisit, entre guillemets, voilà, les personnes qu'on va retenir. Ok, donc en fait, les personnes, quand elles candidatent, donc si elles sont prises, elles vont intégrer forcément le poste sur lequel elles ont postulé,
Ou est-ce qu'il y a des ajustements aussi ensuite qui sont possibles? Il peut y avoir des ajustements, mais nous, c'est des postes d'employés polyvalents. Donc, du coup, on essaie de ne pas enfermer. Alors, à part chauffeur, c'est là où c'est plus compliqué parce que, effectivement, le permis, on a beaucoup de mal à trouver des personnes qui ont le permis de conduire. Mais en tout cas, sur les autres postes, on a des postes de à la réception, au tri-bibelot, au tri-textile, à la vente mobilier, à la vente boutique. Et là, pour le coup, on essaie justement de favoriser aussi de plus en plus la polyvalence au niveau des équipes, pour qu'elles acquièrent des compétences diversifiées, qu'elles s'adaptent à d'autres collègues de travail, à d'autres encadrants techniques qui vont avoir d'autres manières de manager. Voilà. Mais en tout cas, il y a un accueil qui est pensé aussi au moment de l'arrivée dans la structure. OK. Ça se matérialise comment, l'accueil d'un nouveau salarié? Du coup, en général, on essaie de faire en sorte qu'ils arrivent à quelques-uns, quand c'est possible. Des fois, ça ne l'est pas, mais voilà. Et dans ce cas-là, on va direct faire un petit temps, en général, en salle, où on va les valoriser le fait que, justement, ils ont été sélectionnés, ils ont été recrutés. Parce qu'on avait besoin de compétences et qu'on a repéré ces compétences dans ce qu'ils ont pu mettre en avant. Et donc là non plus, on n'insiste pas du tout sur les difficultés pour le coup sociales. Mais là, c'est super important de dire, vous n'êtes pas là parce que vous avez des freins périphériques et que vous avez des difficultés particulières d'accès et de maintien à l'emploi. Vous êtes là parce qu'on a besoin de vous, en fait. Et en plus, il y a du boulot, donc on est super content de vous accueillir et on va vous accompagner vers. Donc voilà, on essaie de faire un petit pitch dans ce sens-là. Alors après, là, ça peut un peu bouger, mais en tout cas, il y a un temps sur la première journée où on va être un peu sur présentation du livret d'accueil, présentation du règlement intérieur. Il y a toute la partie paperasse avec la mutuelle, etc., qu'il faut faire. Ce n'est pas le plus sympa, mais voilà, c'est organisé, c'est pensé à ce moment-là. Et après, la personne, en gros, elle a 3 jours, en fait, en immersion, entre guillemets, où elle va tourner justement sur les différents postes que l'on peut proposer à la ressourcerie. L'idée, c'est de voir quelle est une vision globale de ce qu'on peut proposer. Et du coup, qu'elle ne s'arrête pas à la mission sur laquelle on va la positionner à un moment donné, mais qu'elle capte les enjeux. C'est-à-dire que, imaginons qu'elle est à la réception, déjà, si là, le pré-tri, il n'est pas bien fait, les collègues, ils vont galérer derrière au tri. Donc, voilà, une fois que tu l'as vécu toi-même, tu vas avoir plus tendance à faire les choses un petit peu de manière consciencieuse et professionnelle. Voilà, et c'est pareil sur tous les postes. Donc, on a organisé comme ça 3 jours où les personnes vont tourner sur l'ensemble des postes. Elles vont rencontrer du coup l'intégralité des équipes, notamment sur l'équipe principale, Saint-Tulle, Manosque, il est assez grand, donc voilà, elles vont rencontrer l'ensemble des collègues salariés en transition professionnelle, mais aussi permanents de la structure. Et une fois que ces 3 jours sont passés, on lui remet son planning, on l'affecte à une équipe en particulier à un moment donné. Et voilà. Et puis, il y a la période d'essai. Elle dure 15 jours. Au bout duquel il y a un entretien tripartite, salarié en transition, encadrant technique, accompagnateur à l'emploi. Et là, l'idée, c'est de débriefer sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui s'est moins bien passé, de parler de l'objectif emploi et de signer un contrat d'engagement réciproque avec le temps du contrat, quelles vont être les actions qui vont être posées et qui devraient permettre, on l'espère, d'atteindre l'objectif à son issue. Ok, sacrée organisation quand même. Tous ces temps-là, il faut pouvoir les suivre en équipe. Votre organisation interne, elle doit être bien articulée. Ouais, après, elle est perfectible. Hein. Voilà. Effectivement, il y a encore des choses à améliorer pour pas que ce soit trop lourd pour les équipes, pour pas que ce soit trop chronophage. Voilà, c'est un sujet, mais en tout cas, sur le recrutement, l'accueil, pour le coup, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt positif. Et avant, c'était vraiment centralisé au niveau de la direction, toutes ces phases-là, notamment de recrutement. Et là, aujourd'hui, plus du tout. Et du coup, les équipes sont plutôt satisfaites de contribuer. Et je trouve que ça a vraiment du sens et qu'ils sont beaucoup plus, en tout cas, pertinents que les directions pour jouer ce rôle-là, quoi.
Ok, merci beaucoup Alexandra. Est-ce qu'il y a des questions pour Alexandra ou des réactions? Vas-y Canel. Oui, dans la conversation, on a une petite question d'une participante qui pose la question par rapport aux AI et la visite qui est compliquée à mettre en place. Donc, est-ce que certains auraient des idées? Elle pensait notamment à peut-être faire un témoignage d'un ancien salarié ou d'un salarié actuel pour expliquer son parcours aux nouveaux arrivants, aux futurs arrivants. On a déjà Isabelle de Crodal qui a répondu dans la conversation, mais peut-être que tu as aussi des idées. Je vois qu'Isabelle lève la main. Alors, on te donne le micro, Isabelle, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait vu la réponse dans la conversation. Oui, en fait, j'avais levé la main tout à l'heure pour les conseillers RSA, les référents RSA, parce que, je ne sais pas vous dans vos départements, mais sur le Vaucluse, il y a des informations collectives tous les mois avec les nouveaux demandeurs du RSA. Et donc là aussi, vous pouvez présenter vos structures. Je pense que si vous connaissez la structure qui porte ces informations collectives, c'est intéressant de pouvoir y aller. Moi, je vais sur toutes les informations collectives de mon territoire et effectivement, c'est bien de pouvoir présenter son activité. Pour les AI, ce que j'ai mis, voilà, c'est qu'effectivement, c'est plus compliqué de faire une visite, mais rien n'empêche. Alors, il y a une structure de la Drôme, du sud de la Drôme, avec qui on faisait des petits déjeuners, offres d'emploi et témoignages. C'est-à-dire que la structure invitait régulièrement tous les 2 mois, faisait un petit déjeuner ou un café. Donc, ça durait 1 heure. Et elle présentait donc des témoignages de salariés, mais d'entreprises aussi, ou quelquefois ce sont des particuliers, mais c'est intéressant de toute façon dans les 2 cas. Et elle mettait à disposition toutes les offres d'emploi qu'elle avait, que ce soit pour sa structure, mais aussi les offres d'emploi qu'elle avait récoltées et qui n'étaient pas pourvues par ses salariés, de façon à être identifiées comme une véritable ressource d'emploi. Et du coup, ça avait fidélisé les gens qui disaient « Viens, tu verras, là, il n'y a pas que pour entrer dans la structure, mais aussi ». Donc, c'était intéressant parce qu'ils voyaient vraiment les résultats et les témoignages des personnes qui on dit qu'effectivement, elle commençait sur des activités, alors quelquefois c'est des durées très partielles sur les AI, mais des activités très partielles de nettoyage ou de petit entretien et qui débouchaient sur des vrais emplois durables. Et donc, du coup, ça a drainé du monde. Voilà. Merci beaucoup Isabelle pour encore une bonne idée à appliquer, à tester chez vous. Il est 11h58, donc je souhaite vraiment vous remercier chacun et chacune pour votre participation. Je vais faire une rapide synthèse de ce qu'on s'est dit et voilà les mots-clés, les messages clés qu'il faut garder en tête et vraiment essayer, oser, comme tu l'as dit tout à l'heure Isabelle. Ce qui est important, c'est bien de diversifier ses prescripteurs, c'est de prendre le temps de renforcer les partenariats avec les prescripteurs présents et rien que de mieux que des rencontres et des échanges récurrents, de les tenir informés des suites, des accompagnements, justement, qui vont venir valoriser votre collaboration. Comme l'a dit Isabelle, il ne faut pas négliger les pistes d'aller vers. Voilà, la perspective du plein emploi va en plus renforcer l'isolement des publics dits éloignés de l'emploi. Donc, ne négligez pas votre communication vers le grand public. Il y a les journées portes ouvertes, se déplacer dans les lieux où peuvent vivre les personnes, faire connaître votre offre auprès d'autres personnes, relais d'autres associations qui peuvent être relais. L'entretien d'embauche aussi, c'est un espace de rencontre où il faut mettre les personnes qui sont à l'aise. Donc, rien de mieux que de les valoriser, ce qui est notre grande spécialité dans Sèvres. Partir de leurs atouts et de leurs envies, ne pas négliger non plus l'intégration de vos nouveaux salariés, comme l'a montré Alexandra, c'est vraiment un process qui est pensé dans le temps. Voilà, ils ont 15 jours, à la fin des 15 jours, on fait le point. Enfin voilà, il faut clarifier les objectifs du poste, les rôles, les missions de chacun et ne pas donner toutes les informations le premier jour parce qu'elles ne vont pas s'enregistrer. Voilà, c'est définir une personne aussi ressource en interne qui pourra répondre à ces questions, favoriser la traduction de cette personne si besoin voilà, pour les personnes allophones et ne pas négliger le suivi dans les premiers jours pour ajuster mutuellement la posture, les besoins et la communication. Comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, ces missions, elles sont à partager avec votre collectif de permanents. Elles ne doivent pas reposer que sur une seule personne, sinon elle va s'épuiser. C'est aussi nécessaire. Ces propositions, elles ne vont pas révolutionner votre quotidien du jour au lendemain, clairement. Hein. J'ai une SIAE qui, pendant 2 ans, avait entre 2 à 6 postes vacants continuellement. Donc, c'est un vrai casse-tête pour la production, mais aussi pour l'accompagnement à l'emploi. Elles ont activé énormément les réseaux. Donc, c'était sur un territoire rural. Elles ont vraiment tout donné. Elles ont participé à tout ce qu'elles pouvaient participer. Elles ont été présentes. Et maintenant, donc, au bout de 2 ans, elles doivent maintenant gérer les refus et faire patienter les candidatures car ça afflue. Donc, il faut beaucoup de patience,
Il ne faut rien relâcher, il faut bien maintenir votre engagement auprès de tous vos partenaires et dans le temps. Pour les 20 personnes qui n'ont pas fait la formation SEV, sachez qu'on vient d'ouvrir un appel à mobilisation. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets ici, hop, dans le chat, le lien pour en savoir plus. Et puis, maintenant, je vous demande juste une dernière minute. Je sais qu'on a un peu, voilà, on déborde un petit peu, juste une minute pour répondre à ce petit sondage, questionnaire qui nous permettra de comprendre de mieux comprendre votre attente sur ce sujet-là. Et puis, c'est aussi l'opportunité pour vous de vous inscrire sur la plateforme de formation qui est gratuite en ligne, si ça vous intéresse. Merci encore à tous et à toutes. J'espère que ce webinaire vous aura apporté des petites graines à semer chez vous. Je vous souhaite un bel été et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures de médiation active.